la, le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, a, a émergé en 1973 après le manifeste des 343 dont vous avez parlé, mais il y a eu aussi le groupe Information Santé, constitué de jeunes ou de futurs médecins qui ne supportaient pas d'être le médecin qu'on leur demandait d'être, c'est-à-dire issu du mandarinat avec un pouvoir médical très fort et très peu de relations d'égalité avec les patients. Et il y a eu aussi le MLF, le Mouvement de libération des femmes. Et c'est au fond ces deux forces d'abord qui ont commencé à décider de s'emparer du combat pour la légalisation de l'avortement et qui ont mis en place ensemble des avortements illégaux mais non clandestins. Et le mouvement Choisir de Gisèle Halimi existait lui aussi. Et finalement, c'est des militants de toutes ces nébuleuses qui ont ensemble, en mars 1973, créé le MLAC. J'insiste là-dessus parce que le MLAC n'a jamais été un mouvement centralisé, unifié, avec une ligne. Mais au contraire, ça a été à la fois la convergence de toutes sortes d'organisations, plutôt de gauche, des syndicats, des partis politiques, le planning familial et celle dont j'ai déjà parlé. Mais ça a aussi suscité sur le terrain en France une multitude de groupes qui sont nés spontanément. Le but du MLAC était la légalisation de l'avortement ou la dépénalisation d'ailleurs, ce qui n'était pas tout à fait la même chose, parce qu'on était dans une situation où l'avortement était absolument illégal, où évidemment des femmes avortaient quand même et où certaines mouraient en avortant. À ce moment-là, donc on est dans les années 60, début des années 70, les femmes avortent évidemment. Elles ont trois moyens à leur disposition. Soit elles ont suffisamment d'argent et de relations pour entrer en relation avec un médecin qui pratique clandestinement, mais qui pratique bien. Et donc elles sont bien prises en charge dans les cabinets médicaux et elles ressortent libérées et soulagées. Soit elles vont voir ce qu'on appelait à l'époque des faiseuses d'anges, qui étaient parfois des femmes extrêmement bienveillantes, qui étaient dans la solidarité et l'entraide, mais ça pouvait aussi être des femmes qui faisaient ça par appât du gain, et c'était quand même souvent dans des conditions d'hygiène assez limitées. Et ce que faisaient les faiseuses d'anges, c'est de leur poser une sonde, c'est-à-dire de pénétrer avec un objet dans le col de l'utérus pour provoquer une infection, cette infection provoquant la mort du fœtus, des saignements. Et la troisième solution, c'était de se charcuter toute seule, c'est-à-dire seule ou avec l'aide d'une amie, de faire la même chose, introduire dans le col de l'utérus un corps étranger. Alors c'est là effectivement qu'on retrouvait les aiguilles à tricoter, des cintres qu'on avait dépliés, des cintres métalliques, ou même des queues de persil en effet. C'était parfois des sondes que l'ami s'était procurées parce que ça circulait sous le manteau. Mais dans ces deux cas-là, le résultat, c'était qu'une fois les saignements commencés, la femme se présentait à l'hôpital pour qu'on l'avorte, puisqu'au fond, elle n'avait fait que le début, la faiseuse d'ange ou elle-même. Or, à l'hôpital, les médecins, d'abord, l'avortement était illégal, donc ils savaient qu'ils allaient pratiquer un geste interdit. Et puis, le corps médical était très hostile au fait que les femmes avortent. On est dans un univers post-68 art, avec une règle morale très lourde, un poids de la religion au moins officielle important. Et donc, quand les femmes se présentaient à l'hôpital, souvent, pas toujours, mais souvent, on les punissait. Et pour les punir, on leur disait, pour que vous ne recommenciez plus, on les avortait à vif, c'est-à-dire sans anesthésie. Or, à l'époque, la technique, la seule qu'on connaissait à l'hôpital, c'était un curetage qui consiste à introduire dans le col de l'utérus une curette qui ressemble à une cuillère en métal et de gratter les parois. Celles qui l'ont vécu sans anesthésie disent que c'est une douleur insupportable, une douleur bien plus importante, disent-elles, pour celles qui ont accouché, que les douleurs de l'accouchement, que c'est l'impression vraiment qu'on vous... Enfin, c'est à vif, quoi. On gratte une partie de votre corps, on la fait saigner sans anesthésie. Donc, c'est vraiment une blessure qui dure un bon moment. Et parfois, encore pire, on les laissait saigner, voire avoir une hémorragie,
à l'hôpital avant de leur faire ce curetage. Donc c'était extrêmement brutal et, comment dire, et punitif, enfin, et très moralement lourd à porter. Un groupe de médecins de Grenoble décide d'aller en Angleterre. Là-bas, l'avortement était légal. Et eux se disent, c'est pas possible que cette méthode violente pour le corps des femmes, puisqu'elle pouvait provoquer, je vais le dire maintenant, la méthode par curetage avait beaucoup de risques. On pouvait en mourir s'il y avait perforation utérine avec le matériel métallique, un geste maladroit, s'il y avait hémorragie qu'on n'arrivait pas à arrêter. Les femmes racontent que certaines qu'on les a suspendues par les pieds pour arrêter une hémorragie, ou qu'on les a mis dans de la glace pour arrêter une hémorragie. C'était, comment dire, un geste médical, mais enfin, on peut imaginer à quel point il est violent. Donc, on pouvait mourir de ça. On pouvait se retrouver stérile, parce qu'une fois bien grattées, les parois se soudaient entre elles, et ensuite, il n'y avait plus moyen. Puis, on pouvait attraper une infection, et là encore, en rester stérile. Donc, vraiment, c'était, même à l'hôpital, une méthode risquée. Donc, ce groupe de médecins de Grenoble est allé en Angleterre en se disant il doit y avoir d'autres méthodes. Et ils découvrent avec tristesse qu'à l'hôpital en Angleterre, c'est la même méthode, sous anesthésie, légale, mais c'est la même. Et ils vont voir le mouvement des femmes anglais, et les féministes anglaises leur disent qu'il existe des cliniques féministes qui pratiquent une autre méthode, qui vont voir, et ils découvrent la méthode par aspiration. Et cette méthode est révolutionnaire parce que tout le matériel qu'on utilise est en plastique souple et donc impossible de perforer l'utérus. Et en plus, on pratique juste une aspiration, c'est-à-dire qu'on introduit une canule en plastique souple dans l'utérus. Elle est petite comme mon petit doigt. Et une fois introduite, comme elle est perforée au bout, on gratte un tout petit peu, qui n'a rien à voir avec un curetage. Et ensuite, on branche cette canule sur une seringue ou sur un matériel d'aspiration et on aspire le contenu de l'utérus. Cette opération dure une quinzaine de minutes, on va dire entre 10 et 20 minutes. Elle est assez peu douloureuse parce qu'on dilate très peu le col, puisqu'il n'y a pas besoin d'introduire du matériel encombrant. Et elle est sans risques médicaux. Avec ce matériel, on ne peut pas perforer. L'acte lui-même ne peut pas provoquer d'hémorragie. En tout cas, à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Et c'est celle qui est utilisée maintenant partout dans le monde. Donc. Et elle est quasiment sans douleur. Et ça a été une révolution. Ils ont ramené cette méthode en France. Ils ont formé d'autres médecins d'abord, puis des femmes non médecins ensuite. Elle est révolutionnaire parce que grâce à tous ces atouts médicaux, on peut la pratiquer en ambulatoire. On n'a pas besoin d'être à l'hôpital pour pratiquer un avortement par aspiration. Et c'est ça qui a permis de s'emparer de cette méthode comme un outil de lutte et de pratiquer chez les femmes qui voulaient avorter ou dans un appartement loué pour ça, ou chez les uns et les autres, des avortements par aspiration. C'est ça qui s'est passé. Ils ont pratiqué des avortements illégaux, mais en les revendiquant, en disant nous pratiquons, il y a eu un manifeste des médecins qui disait nous pratiquons des avortements. Je déclare avoir pratiqué des avortements. Ça n'était pas vrai pour tous ceux qui ont signé. Il y en a 331, je crois, qui ont signé. Ils ont voulu volontairement être moins nombreux que les femmes. C'était un choix politique. En réalité, il y en avait peut-être à l'époque 50 qui pratiquaient, puis pas plus que quelques centaines ensuite en France. Mais ça a été vraiment un outil de lutte formidable. Et sans la méthode Karman, on n'aurait pas pu avoir cet écho social et cet instrument formidable de mobilisation. En fait, ce qu'a fait le MLAC, je vous ai dit qu'il y avait très vite beaucoup de groupes qui s'étaient créés, on parle de 300 ou 350, tous les groupes ne pratiquaient pas, mais tous les groupes ont porté sur la place publique la question de l'avortement. Et on s'est rendu compte assez vite que la société française était avec nous, que la société française ne supportait plus que des femmes meurent en avortant. Dans chaque famille, ou presque, on avait confusément ou officiellement la mémoire d'une femme qui était morte en avortant. Une mère, une grand-mère, une tante, une grand-tante. On en parlait peu, mais ça pesait sur l'inconscient collectif, j'allais dire. Et comme
tellement de femmes avortaient. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas de contraception. Il y avait en gros la capote, point final, et donc aucune grossesse n'était désirée quasiment. Et donc le nombre de femmes qui choisissaient d'avorter parce que la grossesse qui leur tombait sur la tête à l'improviste était impossible pour elles était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. On parlait de 800 000 avortements. Aujourd'hui en France, on est autour de 220 000. Vous voyez, c'était vraiment massif. Un problème de, Et un problème de un santé problème, publique. absolument. Un vrai problème, oui. Et le fait de pratiquer des avortements illégaux mais revendiqués, le fait d'organiser des cars pour emmener les femmes en Angleterre et en Hollande, des cars avec des banderoles dessus, nous venons d'avorter en Hollande, au retour, le MLAC avait négocié des prix de gros dans les cliniques anglaises et hollandaises, et tout ça sur la place publique, dans la presse très régulièrement, ça a été un vrai trouble à l'ordre public. Et c'est ça qu'a dit Simone Veil dans son discours à l'Assemblée. Tout près du début du discours, elle dit quand des médecins pratiquent illégalement et le revendiquent, quand les parquets ont reçu consigne de ne pas inculper ces actes dont ils sont informés, alors on est devant un trouble à l'ordre public. Et ça a été la légitimation de la loi Veil. Et nous sommes tous tout à fait convaincus que c'est cette pratique illégale qui a convaincu Giscard, j'allais dire obligé le nouveau président Giscard d'Estaing à mandater Simone Veil pour faire une loi. D'ailleurs, elle l'a raconté. Oui. Je crois qu'on a tous été un peu cueillis. Les premiers qui ont pratiqué, c'était des médecins, de futurs médecins. Et eux, ils avaient vu des femmes mourir à l'hôpital. Ils étaient déjà chargés d'émotions. Mais pour les femmes comme moi qui arrivaient dans ce sujet comme militantes, évidemment, la rencontre qu'on a faite, c'est la rencontre de beaucoup de, comment dire, les femmes avaient besoin de vider leur sac, les femmes avaient besoin de raconter leur histoire, ce qui les avait amenées là. Et donc, il fallait, nous, qu'on apprenne à se taire et à écouter. On n'était pas des psys, mais on essayait au moins de leur faire pour elles une espèce de nid, de cocon affectueux pour qu'elles puissent aller jusqu'au bout de leur réflexion. Il est arrivé dans tous les épisodes de ma vie autour de l'avortement que des femmes, une fois qu'elles avaient pu parler, décident de garder leur grossesse. Mais elles n'avaient pas eu l'occasion avant de pouvoir aller jusqu'au bout de ce chemin dans un lieu sécurisé, j'allais dire, affectivement, où elles savaient qu'on allait les écouter sans les juger, sans jugement moral, en égal, en femmes comme elles, j'allais dire. Et tout le monde a découvert une force collective, une force née de leurs demandes, mais aussi née de nos mains, née de nos capacités à les aider, et née de nos cœurs, née de notre capacité à être avec elles, à côté d'elles. Et ça, l'hôpital n'a pas su le reproduire, sauf de très rares exceptions. C'était vraiment lié aussi à la pratique illégale, au fait qu'on était entre nous, j'allais dire, dans nos appartements. Tous les médecins n'étaient pas des femmes, mais il y en avait. Et puis ensuite, ils ont transmis à des femmes non médecins. Et évidemment, dans ces équipes de femmes, souvent les femmes qui avortaient les autres avaient elles-mêmes avorté. Il y en a qui étaient arrivées au groupe par leur propre avortement et qui se retrouvaient en position d'aider les autres. Et donc, vous imaginez bien qu'on était là tout entière. On n'était pas dans un geste technique, on était dans un geste libérateur pour elles, évidemment, mais libérateur aussi pour nous. Alors, je vous l'ai dit, le MLAC était extrêmement sur la place publique, sur les marchés. Il y avait volontairement beaucoup d'informations. Et donc, évidemment, dans cette période-là, d'avant la loi, les femmes nous trouvaient comme ça. Mais il faut se rappeler que le bouche à oreille a toujours extrêmement bien fonctionné entre les femmes sur les questions d'avortement. On avait toujours une copine, une collègue, une voisine, une amie qui avait elle-même avorté. On allait la voir en disant « Comment tu as fait? Donne-moi les adresses. » Et donc, trouver les bons endroits, je crois que ça n'a jamais été un problème pour les femmes. Quand c'était au MLAC, alors je peux raconter, moi, 2 moments du MLAC, puisque j'ai fait partie de 2 groupes MLAC.
Dans mon premier groupe MLAC, avant la loi, nous ne pratiquions pas d'avortement, mais les femmes venaient vers nous sur le marché et ensuite on leur donnait un rendez-vous plus intime, un rendez-vous privé pour faire justement cet échange dont je vous parlais, celui où elles racontent ce qu'elles ont envie de raconter. Il y en a qui n'avaient aucune envie de raconter, évidemment, ça les regarde, mais pour celles qui en avaient envie, parler. Et puis ensuite, on les accompagnait au rassemblement du MLAC. Ils avaient lieu à cette époque-là à Paris, sur les pelouses du Jardin des Plantes, tellement la demande était forte. Et c'était là qu'entre elles, elles décidaient qui allait rester à Paris pour être avorté par un médecin militant ou une femme militante, et qui allait partir en Angleterre ou en Hollande. Et c'était compliqué, parce que souvent les femmes avaient caché leur projet à leurs conjoints, à leurs parents et même à leurs amis pour des tas de raisons différentes. Et donc, partir à l'étranger, c'était compliqué parce que ça voulait dire rester dormir au moins une nuit là-bas. Et donc, soit mentir, soit raconter la vérité, ce qui était parfois difficile, voire impossible. Et puis, il fallait payer là-bas. En France, évidemment, les avortements étaient gratuits. Donc, on avait des caisses d'entraide. Mais je crois que le mot-clé, vraiment, sur tout le parcours, c'est l'écoute et le fait de traiter les autres en égal. Quand je me suis mise moi-même à pratiquer après la loi, les femmes venaient à nos permanences une première fois, et là, elles venaient juste découvrir les possibles. Et on leur expliquait qu'on pouvait les accompagner à l'époque, c'était après la loi, à la maternité des Lilas où elles pouvaient avoir un avortement avec anesthésie. Mais si elles nous choisissaient, c'était sans anesthésie. Alors dans ce cas-là, on les revoyait à une réunion qu'on appelait réunion préparatoire. Souvent, il y avait 1, 2 ou 3 femmes, celles qui s'étaient présentées cette semaine-là. Et ce jour-là, à la fois, elles racontaient ce qu'elles avaient envie de raconter, entre elles et avec nous, sur un pied d'égalité. Et en même temps, on leur montrait le matériel et on leur expliquait ce qu'on allait faire comme geste sur elles. Et ça, c'est essentiel. C'est ce qui manque très souvent, encore aujourd'hui, dans ce moment-là. Les médecins n'aiment pas raconter aux patients, aux patientes en l'occurrence, ce qu'on va leur faire, considèrent que c'est leur domaine. Et pour nous, c'était évidemment très important, non seulement d'expliquer, mais de montrer aux femmes leur propre col de l'utérus. Ce jour-là, on s'examinait aussi parfois entre nous, si l'une d'entre nous avait un besoin quelconque, une pose de stérilet. Donc, c'était un moment de monter en puissance pour le savoir sur son propre corps aussi pour les femmes. Et puis la troisième fois, c'était l'avortement proprement dit, chez l'une des femmes qui allait avorter. Et là, on était une équipe au début de 5, après parfois un peu moins. Et le rôle d'une d'entre nous, dans toutes les compositions d'équipe, c'était de rester avec la femme, près de sa tête, les yeux dans les yeux, la main dans la main, souvent la main sur son ventre, pour respirer avec elle, pour l'accompagner exclusivement elle dans ce moment-là, parce que parfois ça peut être douloureux, parfois il y avait de l'anxiété. Et donc le rôle de celle-là, c'était d'apaiser, d'expliquer de nouveau si besoin était, de faire arrêter l'aspiration si par hasard c'était un moment trop intense qui devenait douloureux. C'est vraiment d'être sa complice personnelle, si j'ose dire. Et ça, c'était vraiment le rôle clé, le rôle principal, j'allais dire. Et c'est là qu'il y avait de la sororité entre nous toutes, mais encore plus dans ce lien direct-là. Et puis ensuite, ça a duré 20 minutes, à peu près. Ensuite, elle descendait de la table. On lui disait c'est fini. Souvent, elle disait déjà. Et puis, on buvait un thé ensemble, on mangeait les gâteaux qu'elle avait apportés. Et on la revoyait toujours, ensuite, 8 jours après, je crois, pour vérifier que tout s'était bien passé et pour parler de contraception, éventuellement poser un stérilet, lui proposer de revenir aux réunions où on apprenait des choses sur nous-mêmes, voire de revenir pratiquer des avortements avec nous si elle le désirait. Il s'est produit un phénomène un peu compliqué, c'est qu'au moment de la loi, beaucoup de groupes MLAC ont disparu, puisqu'au fond, on demandait la légalisation et on l'avait. Mais nous, ce qu'on nous demandait tous, le MLAC, c'était un de nos slogans, c'est l'avortement libre et remboursé. Or, la loi Veil ne créait ni l'avortement libre, ni l'avortement remboursé. Il n'était pas libre parce qu'il était très limité dans le temps, c'était 8 semaines à l'époque,
parce qu'il était interdit aux mineurs, interdit aux immigrés, que la loi a été votée pour 5 ans, c'est très rare en France, une loi provisoire, et il n'était pas remboursé du tout par la Sécu. Et il coûtait la moitié du SMIC, ce qui est vraiment une somme très importante quand ça vous tombe sur la tête à l'improviste. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les femmes travaillaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Elles n'avaient beaucoup moins d'autonomie financière et il fallait de toute urgence trouver une somme considérable qu'on avait rarement déjà mise de côté à l'avance. Et donc, nous, dans le groupe où j'étais, notre premier travail, et puis j'oubliais l'essentiel, j'allais dire, les hôpitaux n'étaient absolument pas prêts à pratiquer des IVG. Il avait été illégal jusque-là, donc aucun médecin n'avait été formé pour pratiquer des IVG. Les centres d'IVG ont été adossés aux maternités, aux services maternité-obstétrique. Mais les obstétriciens, non seulement ne savaient pas faire, mais n'avaient aucune envie de pratiquer ce geste-là en particulier. Et puis, l'eût-il voulu, ils ne connaissaient pas la méthode par aspiration. Or, pour nous, il était impensable que la légalisation donne lieu à des curetages en masse. Il fallait après que les hôpitaux acceptent d'ouvrir les centres, ouvrent des lits, réservent des lits, et que des médecins se forment à la méthode par aspiration. Et ça a mis extrêmement longtemps. Et c'est dans cette période, un groupe de femmes à Aix avait été inculpé, qui n'avaient jamais arrêté de pratiquer, avait été inculpé pour pratique illégale de la médecine. Moi, qui étais restée mobilisée avec d'autres, on a décidé de les soutenir. On a projeté le film qu'elles avaient réalisé exprès pour ça. Et nous, et elles, chaque fois qu'on les rencontrait, les filles d'Aix disaient « Si vous voulez nous soutenir, reprenez la pratique ». Et moi, j'ai été convaincue par elles, et aussi parce que j'ai réalisé à ce moment-là qu'au fond, j'avais été une militante dans la rue, mais je n'avais rien appris encore en 75 sur moi-même. C'est après la loi seulement. Et donc, avec 2 copines du 12e, on a cherché à Paris un groupe des femmes prêtes à nous former, puisque nous ne savions pas faire. Et on a rencontré des femmes du MLAC Place des Fêtes qui hésitaient à reprendre. On a formé un groupe d'une 15aine de femmes et on a recommencé pour 3 d'entre elles et commencé pour les 12 autres à pratiquer des avortements au MLAC Place des Fêtes qui s'est créé en juin 77 et qui a pratiqué jusqu'en juin 1980. Oui. Il faut rappeler que, je vous l'avais dit, le MLAC s'était créé contre le pouvoir médical, en partie contre le pouvoir médical et pour faire changer les choses dans la pratique des médecins. Et il y a eu dans cette période-là des médecins, moi ma gynécologue que j'ai connue au procès d'Aix, on s'est rencontrés dans la rue ce jour-là, pendant des années, sa pratique était chaque fois qu'elle examinait une femme, la première chose qu'elle lui disait, c'est « Est-ce que vous voulez voir le col de votre utérus ?» Et si la femme disait oui, elle disait souvent oui, de prendre une lampe de poche et un miroir, de les donner à la femme, et la femme découvrait cette jolie petite chose qu'on a dans notre corps et que finalement on ne connaît pas. Et c'est cette démarche-là. Elle avait été initiée par des femmes américaines qui avaient créé d'abord le self-help et ensuite des cliniques féministes. On est dans les années 70, début des années 70. Le livre Notre corps nous-mêmes, je crois qu'il date de 1972. Aux USA, il a été traduit en France en 1974 et republié en 2020 sous une forme modernisée. C'est cette démarche de se dire cessons d'être des patientes et prenons notre corps en main, si j'ose dire. Et nous, on a appris pendant cette période, évidemment, on a fait des avortements, mais pour ça, on a appris à mesurer l'âge d'une grossesse au toucher. On a appris à vérifier qu'il n'y avait pas d'infection sur le col de l'utérus. On a appris à poser des stérilés. Et puis, on a réfléchi à plein d'autres choses, à comment gérer nos règles. À l'époque, on n'avait pas de cup, mais on avait inventé des petites éponges qui vivent dans l'eau, enfin, qu'on mettait dans notre vagin et qui marchaient très bien, d'ailleurs, pour remplacer les tampons ou les serviettes. On les achetait en pharmacie. Et voilà, ce genre de choses. On avait une amie qui avait une endométriose et donc on a appris des choses là-dessus. Plusieurs femmes du groupe ont décidé d'avoir un enfant pendant cette période et on a accompagné leur grossesse. Et tous ces savoirs, comment dire, c'est très important de savoir des choses sur son corps
pour ne plus être simplement une patiente, Mhm. mais être capable d'exiger du corps médical qu'il nous informe, qu'il nous respecte, qu'il nous pose la question, qu'il nous demande des autorisations. Vous parliez des violences gynécologiques. Souvent, les médecins ne s'en rendent même pas compte. Ils considèrent que c'est leur travail Mhm. de faire des touchés sans rien demander, sans prévenir. Mais pour être capable de lutter contre ça, il faut déjà s'être approprié des choses sur son corps. Et ça ne se fait pas qu'avec des mots. J'ai appris récemment qu'il y a de nouveau en France des groupes de self-help. J'en ai pas rencontré, enfin, si, il y a une ancienne de mon groupe qui en a créé un dans le Lot avec des jeunes femmes du planning, mais les autres, je ne les connais pas. Mais je suis très contente que cette démarche renaisse, Mhm. parce que je crois que c'est par là qu'on va être capable, en collectif, en petit collectif, de faire front et d'exiger du corps médical d'autres comportements. Je vais vous parler de cette gynécologue qui est une amie, qui a été ma gynécologue toute ma vie, qui a mon âge. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu as toujours continué à montrer le col d'utérus, enfin à proposer? Et elle m'a dit non. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, j'ai arrêté. Et ce qu'on avait gagné, là, on n'était pas extrêmement nombreuses, mais ça s'est perdu. Et moi, je le déplore vraiment. Je crois que connaître son corps, c'est essentiel dans les combats féministes. Mhm. Ne serait-ce que, vous l'avez dit, dans les accouchements, refuser une épisiotomie, par exemple. Il faut quand même être sacrément gonflé aujourd'hui pour le faire, dans les endroits où on vous l'a fait d'office. J'ai des amis qui l'ont fait, qui ont vu les petits ciseaux et qui ont dit non. Moi, je sais que je n'en ai pas besoin. Et ça s'est bien passé. Mais vous voyez ce rapport de demande, enfin d'acteurs, d'actrices. Mhm. Je crois qu'elle est très difficile à acquérir si on n'a pas déjà fait une démarche personnelle pour apprendre à se connaître. Et je crois que tout passe par là en réalité. Mhm. C'est un peu le problème français. On a de très bonnes lois. La loi Veil, elle a 50 ans. Et pourtant, aujourd'hui, la manière dont se passent les avortements dans les hôpitaux n'est pas encore satisfaisante. C'est un combat qu'on devrait continuer à mener. Mhm. La loi qui dit que les enfants doivent avoir 3 heures d'éducation à la vie sexuelle et affective à partir du primaire, elle a des années. Et pourtant, elle est très, très peu mise en œuvre. Or, c'est par là qu'on peut passer. Je ne vois pas d'autre chemin que l'éducation. Mais effectivement, aujourd'hui, ce sont des sages-femmes volontaires qui le font, et c'est souvent le planning. Et évidemment, comment dire, ils ne sont pas suffisants et pas suffisamment rémunérés s'ils le font pour Mhm. que ça suffise. Le nombre de spécialistes de cette formation qu'il faudrait en France, c'est colossal, hein. Les résistances morales sont terribles. On l'a vu là, il y a 2 mois, quand le programme justement pour la préparation à la vie sexuelle et affective est sorti. Toute la droite, l'extrême droite et l'Église étaient vent debout en disant c'est le travail des parents, alors qu'on sait très bien que les parents le font très peu, ne savent pas comment le faire avec la meilleure volonté du monde, et qu'évidemment, c'est dans les familles qui râlent le plus qu'on le fait le moins. C'est un monde dans lequel on ne parle jamais de sexualité, on le sait pertinemment, ils le savent évidemment. Les résistances restent énormes. Et pour revenir à l'avortement reste un geste anormal dans le monde médical, alors qu'une femme sur 3 va avorter pendant sa vie sexuelle, pendant sa période, sa vie reproductive. Ça concerne toutes les femmes, et aussi bien les femmes d'extrême droite d'ailleurs, et les femmes de députés, etc. Et pourtant, ça reste un geste qui n'est pas considéré comme les autres. Comment dire? Quand une femme a une demande d'avortement aujourd'hui, d'abord on la culpabilise, tout le monde, parce qu'on considère que c'est un accident de contraception et que c'est de sa faute. Aujourd'hui, elles ont la pilule, le stérilet, les implants, tout ce qu'elles veulent, et pourtant, elles ont des grossesses non désirées, c'est qu'elles ont mal géré. Donc le premier truc, c'est de votre faute. Et le deuxième, qui d'une certaine manière me fait encore plus mal, c'est qu'on est presque sommé de vivre l'avortement comme un drame. Aucune femme n'avorte de gaieté de cœur. La phrase de Simone Veil, on l'entend 10 fois par jour. Mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes
pour qui l'avortement est un soulagement, une libération. La grossesse non désirée, c'est comme un mur qui a condamné leur vie. Je ne pourrais plus continuer mes études, je n'aurais pas de quoi nourrir mes enfants. Le mec avec qui j'ai fait ça, j'en veux sûrement pas comme père d'un de mes enfants. Quelle que soit leur raison, il y en a plein qui vont avorter avec juste le désir qu'on réponde à leurs demandes. Mais elles sont sommées de vivre ça comme un drame. Et moi, je sais maintenant que pour ces femmes-là, c'est les circonstances dans lesquelles se passe l'avortement qui peut en faire quelque chose de dramatique. Mais un très grand nombre de femmes, quand ça se passe bien, quand on les traite sans les culpabiliser, quand on ne les oblige pas à venir dans une salle d'attente pleine de femmes enceintes dans une maternité où il y a des cris d'enfants, quand on ne les oblige pas à écouter le cœur du fœtus ou à le voir, quand on les traite normalement, elles repartent juste libérées, soulagées d'un moment qui constitue un énorme obstacle à leur liberté. Elles repartent libérées. Et je trouve que c'est vraiment important de le dire. Non, l'avortement n'est pas toujours un drame, pas du tout. C'est un moment dans la vie d'une femme, comme les accouchements, comme la contraception, comme les fausses couches, dont on parle aussi très peu. C'est normal. Alors, je pense que c'est un symbole très important. Et c'est surtout un symbole politique très important dans la période où ça a été fait, c'est-à-dire dans la période où Trump avait fait sauter l'autorisation au plan fédéral de tous les États-Unis de pratiquer des avortements. Et on voit que depuis, c'était il y a 4 ans, depuis, des dizaines de femmes sont mortes d'avortement aux États-Unis. La situation au Texas, par exemple, est une catastrophe. Et maintenant, on découvre qu'il y a des abandons d'enfants, qu'il y a des infanticides, que des femmes meurent des suites de la grossesse parce qu'on ne les a pas autorisées à avorter. Mais il y a aussi des femmes qui avortent dans un autre État, qui reviennent chez elles, qui ont une infection, et on refuse de les soigner en disant « Ah, chez nous, moi, je n'ai pas le droit de vous toucher, c'est un avortement. » Et elles en meurent. Voilà. C'est cette situation, et celle de la Pologne, et celle probablement de l'Italie, et celle de l'Argentine, où elles avaient gagné une loi, mais l'extrême droite revient au pouvoir, qui a fait que le président Macron a décidé, enfin, sur proposition de Mathilde Panot et de, j'ai oublié son nom, mon Dieu, écologiste, Mélanie Vogel, d'inscrire ça dans la Constitution. Et donc, ce symbole est important. Le symbole de dire, nous, on ne veut pas que ça régresse, et au contraire, on veut que ça soit gravé dans le marbre. Mais en réalité, d'abord, la formule qui a été retenue finalement ne crée pas de droit réel. Mais surtout, ce que je crains, c'est que cette fierté nationale, parce que c'est ça qu'on a dit, la France est le seul pays qui, applaudissons la France, fasse oublier ou ne pas savoir que sur le terrain, avorter en France est de plus en plus difficile. Les femmes galèrent. On parle aujourd'hui du parcours des combattantes. Une femme sur 7 doit changer de département. 78% des avortements sont médicamenteux, seulement, pas parce que les femmes l'ont choisi, mais parce qu'il n'y a plus personne pour pratiquer les avortements instrumentaux. Les vieux médecins de ma génération qui étaient rentrés, évidemment, tous les militants dans les centres d'IVG sont partis à la retraite. Peu de jeunes leur ont succédé. Et les sages-femmes sont à peine en train d'obtenir des agréments pour pouvoir pratiquer elles-mêmes des avortements instrumentaux. J'ai vu l'autre jour Olivier Bernard, qui est celui qui a introduit en France la méthode Karman. Il est à la retraite, il était médecin généraliste à Rennes, et il a dit une chose qui m'a frappée. Il a dit, j'ai pratiqué des avortements à Rennes, légaux bien sûr, pendant 35 ans, je crois. Pendant ces 35 ans, je n'ai vu aucun interne en gynécologie obstétrique venir au centre d'IVG pour apprendre à faire des IVG. J'ai vu des médecins généralistes, aucun obstétricien. C'est vous dire à quel point ce geste, dans l'univers où il devrait être normal, reste un geste sans intérêt. Et ça peut se comprendre. C'est un geste qui est très mal rémunéré pour le médecin. Il vient d'être augmenté, mais pas tellement. C'est un geste qui n'apporte aucune fierté scientifique,
puisque c'est un geste techniquement très simple, à la portée de tout le monde, la preuve, j'en ai fait. Et puis c'est un geste où c'est la femme qui décide. Et les médecins n'aiment pas que leurs patients décident, et encore moins quand c'est des femmes. Et moi, j'ai été frappée par ça. Il y a une non-appétence du monde médical pour ce geste. Et donc, les femmes se retrouvent dans un parcours très difficile. Et en plus, elles se retrouvent seules, en particulier pour les avortements médicamenteux. Et je crois que c'est une vraie régression par rapport à ce que nous avons vécu, évidemment, mais même par rapport à ces années, comment dire, où les collectifs étaient tellement puissants. Aujourd'hui, beaucoup de collectifs ont disparu. L'idée de créer des collectifs est moins dans l'air du temps que dans nos années post-68 ardes. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui ont très mal vécu leur avortement médicamenteux parce qu'elles ont eu mal, parce qu'elles ont saigné, parce qu'elles étaient mal préparées, parce qu'elles étaient seules et qu'elles ont souffert et qu'elles ne s'attendaient pas à ça. Et voilà, moi, vraiment, ce que j'ai envie de leur dire à toutes, c'est regroupez-vous pour connaître des choses sur votre corps et ne laissez pas les copines seules dans ce moment-là. C'est vraiment un moment où on a besoin d'une main dans la sienne.